Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui évoquer le dernier film de Pedro Almodóvar, Mers parallèles, avec dans les rôles principaux Penélope Cruz, Milena Smith et Israel Elejalde. Alors le pitch en quelques mots, Yanis, une femme d'une quarantaine d'années, et Anna, très jeune femme un peu désemparée, se retrouvent dans la même chambre d'un hôpital où elles sont sur le point d'accoucher. Le hasard va les faire se retrouver quelques années plus tard et bouleverser leur existence. Eh bien oui, je ne suis pas le gros bourrin que certains croient, puisque pendant des années, j'ai été voir quasi mécaniquement tous les films de Pedro Almodóvar. Et oui, c'est un cinéaste que j'ai découvert au début des années 80 et dont j'ai suivi au fil des années l'évolution. Et voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de voir cette amélioration formelle, d'écriture également. Enfin, c'était un exercice assez passionnant. J'ai commencé à traîner quand même franchement les pieds à partir de Talons Aiguilles en 91. Voilà, effort qui n'a pas vraiment été récompensé par le film suivant, son insupportable Kikar en 93, et efforts qui ont été totalement annihilés par La Fleur de mon secret, film que j'ai suivi avec un ennui poli pour rester poli. Voilà, et donc là j'ai fait carrément une pause de quelques années. J'y suis revenu en 2002 avec Parle avec elle, qui selon moi est son film le plus abouti, le plus magnifique. C'est vraiment, voilà, là on a un alignement de planètes exceptionnel, on a une mise en scène exemplaire, là, peut-être la meilleure de sa carrière, des acteurs extraordinaires, une écriture sublime, une musique d'Alberto Iglesias, avec lequel d'ailleurs il va collaborer pour la suite de ses films, génial. Que vous dire, voilà. Alors, on va le dire également, Parle avec elle comporte un sujet éminemment tabou dans son scénario, et c'est un film qui ne, je vous le dis franchement, qui ne passe plus et qui ne passera plus en télévision. Il n'a pourtant que 20 ans, mais voilà, il est déjà rangé dans un placard, wokisme oblige, sachez-le, donc difficile à trouver. Et bizarrement, je fais à nouveau une pause de quasiment 10 ans, puisque le film qui va me remettre un peu dans le circuit almodovarien, c'est La piel que habito, en 2011. Un des rares films d'Almodóvar dont le scénario est tiré d'un livre, donc à savoir un livre français, un thriller français, Migale de Thierry Jonquet. Ça donne un film qui sort un petit peu de la filmographie classique d'Almodóvar. Ça donne un thriller intriguant, passablement tordu et franchement intéressant. Jetez un œil si vous en avez l'occasion. Alors pour des raisons qui m'échappent, enfin quoique je fais une pause de 10 ans, à nouveau, avant de revenir effectivement à Mers parallèles qui nous occupe aujourd'hui. Alors vous l'avez certainement compris, je préfère ses œuvres les plus remuantes à son cinéma plus posé, plus bourgeois, oui parce qu'il faut le dire. Almodóvar, 72 ans au compteur, et je le dis sans aucune connotation péjorative, un cinéaste bourgeois. Voilà, à l'instar d'un Claude Chabrol qui lui clamait haut et fort cette classification. Alors, il a été jeune, pauvre, punk, au début de sa carrière. Il est aujourd'hui riche, adulé, il a son rond de serviette permanent au Festival de Cannes, il côtoie des stars, et depuis à peu près 25 ans, il a choisi de filmer essentiellement son microcosme, donc à savoir des catégories CSP++, qui gravitent dans l'art, que ce soit des actrices, des chanteuses, des photographes, voilà. C'est un choix, c'est un sillon, c'est son sillon, il le creuse depuis des années, on n'est pas obligé d'aller voir ses films. Voilà, je préfère encore ça à quelqu'un qui voudrait faire des films sociaux, de façon totalement artificielle et avec des enjeux qui lui seraient complètement étrangers. Donc voilà, au moins Almodóvar assume ce qu'il est et c'est très bien. Donc pour étayer mon propos, effectivement, bon, dans son dernier film, donc Mers parallèles, l'héroïne principale est une photographe de mode, elle a une femme de ménage, elle a une fille au père à domicile pour s'occuper de son bébé, elle habite en plein cœur de Madrid, ça va. Et puis Anna, donc l'autre personnage féminin, même si elle cherche à s'émanciper un peu de sa mère, est issue également de cette bourgeoisie madrilène. Sa mère est actrice de théâtre, voilà quoi. Donc tout va bien de ce côté-là, mais c'est le décorum. Voilà, on sent que c'est pas forcément, c'est ce que connaît Almodóvar, mais c'est pas forcément l'intérêt pour cette catégorie
qui lui est cher, mais c'est plutôt les intrigues qu'elle génère. Et elles ont beau se situer dans un milieu quand même assez friqué, ces histoires n'empêchent pas d'avoir ne s'empêchent pas d'avoir des enjeux dramatiques, voire parfois tragiques. Voilà. Bon, alors revenons au film, disons-le tout net. J'ai bien accroché pendant à peu près 1h15. Et puis, j'ai décroché sur les 50 dernières minutes du film, qui pour moi ne sont qu'une espèce de conclusion molle, cousue de fil blanc, qui traîne un peu, et dont les enjeux s'affaissent vraiment au fil des minutes. Voilà, alors, bon, spoiler, le hasard qui va réunir les deux héroïnes du film, donc Yanis et Anna, Penelope Cruz et Milena Smith, c'est tout simplement un échange de bébés à la maternité. Et là, on voit l'intelligence et l'expérience d'un cinéaste comme Almodovar, c'est que plutôt que de nous balancer ça comme un twist majeur destiné à nous retourner le cerveau, il corrobore par petites touches ce que le spectateur lambda a déjà anticipé. Et donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire que en tant que spectateur, on se retrouve un peu voyeur d'une situation dont on n'a pas forcément les tenants, les aboutissants. À titre d'exemple, quand on voit le bébé Penelope Cruz, on ne peut s'empêcher de se dire qu'il a les yeux un peu bridés, un peu en amande, ce qui ne correspond pas tellement au physique de Penelope Cruz. Mais on se dit aussi, en tant que spectateur de cinéma régulier, ils ont dû prendre le premier bébé qui passait par là. Les castings de bébés dans les films, généralement, c'est pas très soigné. Donc on est partagé. Et puis petit à petit, voilà, l'entourage du personnage va lui faire des petites réflexions. Ah, c'est marrant, il te ressemble pas beaucoup. Ah, c'est marrant, il a des yeux comme ci. Et l'héroïne se décide enfin à faire un test de maternité, à force de se poser elle-même des questions. Et c'est vachement intéressant, la démarche de Almodovar sur ce pan de l'histoire, parce qu'il nous... En validant comme ça nos soupçons, petit à petit, il nous met dans la peau de l'héroïne, dont une partie du cerveau ne veut pas entendre que ce soit possible qu'on ait changé son bébé. Pour elle, c'est son bébé. Je veux dire, elle était à la maternité, elle a accouché, elle ramène sa fille à la maison, c'est sa fille, point barre. Et voilà, c'est une partie du film que j'ai appréciée, parce que voilà, Almodovar ne nous prend pas pour des jambons, mais voilà, il nous comment dirais-je, il nous intègre à la réflexion de l'héroïne. C'est assez intéressant. Bon, comme je vous le disais, j'ai décroché au bout d'1h15, et bon, plutôt que de me laisser aller à avoir des pensées parasites honteuses destinées à me faire arriver au générique de fin sans trop d'ennui, j'ai préféré sortir poliment du film. C'est-à-dire que j'ai continué à le regarder, mais plutôt que comme je vous le disais, de suivre une fin d'intrigue qui, moi, m'ennuie un peu, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le cinéma d'Almodovar, ce qui faisait sa patte. Bon, alors finalement, sa mise en scène est plutôt sage, sans fioriture, voilà, c'est une succession de plans moyens, de plans serrés, beaucoup de scènes où deux personnages discutent en face à face, autour d'une table, voilà, il n'y a jamais de champ contre champ pratiquement dans le film. Donc c'est pas là, je pense que le secret n'est pas là. Je pense que la force du cinéma d'Almodovar, son défaut, diront ses détracteurs, réside plus dans le fait de raconter des histoires à peine plausibles, donc hautement improbables, avec des morceaux de réel bien tangibles à l'intérieur. Vous voyez ? Alors, je pense que le but, c'est de faire adhérer le grand public, de rendre ces histoires plus universelles, mais bizarrement, en le maintenant quand même à distance. Je parle du spectateur. C'est comme pour nous dire un peu, ce n'est et ce ne sera que du cinéma en ce qui me concerne. Alors ça se traduit par un vernis visuel évident. Alors dans ses premiers films des années 80, il y avait vraiment un style très criard au niveau de ses décors. Il y avait une volonté d'imiter le Technicolor des films, des mélos de Douglas Sirk des années 50. Là aujourd'hui c'est beaucoup plus sage, on va dire, les tons des décors sont plutôt pastels, mais voilà, ces intérieurs prétendument madrilènes sont beaucoup plus trop travaillés, trop étudiés pour qu'on y croie. On est dans des décors, on est au théâtre quelque part. Et paradoxalement, Almodovar aime bien effectivement provoquer les incursions crues, terre à terre, du réel.
Alors dans ses premiers films des années 80, ça se traduisait très souvent, hein, excusez-moi, par des plans où ces héroïnes étaient assises aux toilettes, faisaient pipi et continuaient une conversation avec un autre personnage. Alors dans son dernier film, effectivement, ça se situe autrement, cette incursion du réel. Ça se situe notamment dans la façon dont il déroule avec détail les actions de certains personnages. Je pense notamment au moment où l'héroïne commande un fameux test pour vérifier si son bébé est bien le sien. Donc on a un plan où on voit la page, la page du site, on la voit commander, elle ferme son ordinateur, plus tard elle reçoit le colis, elle ouvre le kit et son contenu sur son lit, elle prend le coton-tige pour le mettre dans la bouche de son bébé, elle renvoie le tout. Quelques scènes plus tard, replan sur l'écran de son ordinateur où elle va recevoir ses résultats. Tout ça est montré dans le détail avec un peu sur la longueur. Et c'est dans ces moments-là, je trouve, où Almodovar redevient un peu populaire. C'est-à-dire que ces petites actions de rien qui signifient malgré tout énormément de choses pour son héroïne, hein, ça peut quand même bouleverser sa vie. Et Almodovar, dans ces moments-là, on a l'impression qu'il prend le temps de rendre les choses un peu cérémonieuses. Alors que beaucoup d'autres cinéastes diraient « mais attendez, je ne vais pas m'abaisser à filmer ça, c'est totalement inutile, redondant, obscène ». Ils se contenteraient d'un plan magique où l'héroïne reçoit un courrier, elle ouvre, c'est le résultat, basta. Donc je trouve que voilà, alors, ça n'a jamais gêné Almodovar d'être à ce point-là, dans certaines scènes en tout cas, précis et détaillé. Alors, si je dois résumer définitivement la patte Almodovar, je dirais que ça consiste à raconter des tragédies hautement improbables dans un quotidien trop feutré pour être vrai, mais malgré tout d'une normalité imparable. Je crois que je me suis auto-soulé ce coup-là, j'ai mal à la tête, bon, prenez pas de notes. Voilà, donc bref, fin de la réflexion qui m'a occupé pendant le dernier tiers du film, sur Almodovar et son œuvre. Qu'est-ce qu'il me reste de Mère parallèle ? Il me reste déjà un problème avec son titre, qui pour moi est un contresens absolu. Moi, quand j'entends Mère parallèle, je pense éventuellement au parcours de deux femmes qui vont peut-être avoir des différences, des points communs, sur un parcours où elles ne se rencontreront jamais. Or là, dès le début du film, elles se rencontrent, un peu plus tard dans le film, elles se recroisent et ont à nouveau des interactions communes. Donc oui, moi tout ça me fait penser à quelque chose de plus perpendiculaire que de parallèle. Donc je pense que là, il y a une erreur de titre. Voilà, ça m'a un peu gêné quand même. Pour le coup, ce qu'il est parallèle et bien parallèle, c'est la sous-intrigue à base de fouilles d'une fosse datant de la guerre d'Espagne dans laquelle auraient été enterrés les habitants du village dont est issu le personnage principal, Yanis, interprété par Penélope Cruz, et qui va, pour arriver à ses fins, donc demander l'aide d'un spécialiste en la matière, qui va devenir son amant et puis le géniteur de sa fille. Alors, c'est pas une intrigue inintéressante en soi, mais elle n'a strictement aucun rapport avec l'intrigue principale, et je trouve qu'elle est plaquée là de façon totalement artificielle, comme pour enrichir un film, alors que pour moi ça vient plutôt un peu le parasiter sans aucun but. Voilà, le dernier plan du film, dont j'espérais qu'il allait un peu faire le lien entre les deux intrigues, reste juste intriguant à défaut d'être explicatif. C'est une sous-intrigue, très sincèrement, si on fait un remontage du film, on enlève cette sous-intrigue, on gagne un quart d'heure, ce qui est pas mal, ce qui ramènerait le film à 1h50 et le rendrait certainement plus digeste. Donc là, j'ai pas compris cette sous-intrigue qui ne sert à rien. Alors, bon, je fais confiance aux critiques du Cercle pour nous expliquer effectivement que le rapport entre les deux intrigues est évident, que nous n'avons rien compris, etc., etc. J'ai hâte de voir ça quand même. Mais voilà, alors, ce qui me reste quand même de façon plus positive, c'est d'excellents comédiens, Penélope Cruz en tête, qui est vraiment très bien dans le film. Une vision un petit peu, une représentation de l'angoisse du parent face à son premier-né qui est assez universelle, qui moi m'a ramené à mes propres souvenirs de jeune papa où on va se dire les choses clairement, l'angoisse du parent à ce moment-là c'est que son enfant ne meurt pas. Donc oui, il y a des passages comme ça où Penélope Cruz est en grosse parano et ouais, ça nous prend un peu au trip quand même.
Il y a également une musique d'Alberto Iglesias, donc des collaborateurs de longue date, comme je vous le disais, qui est sublime. C'est un compositeur qui arrive à rendre ses partitions complètement écoutables en dehors du film et qui ne parasite jamais le film. Enfin, c'est le compositeur de BO assez idéal pour un réalisateur, je pense. Donc quoi vous dire, écoutez, je reste pour ma part sur le dernier choc, en tout cas almodovarien, pour moi ça reste Parle avec elle, que je vous recommande vivement, c'était déjà en 2002. J'avoue que j'ai pas été très fidèle, ça fait 10 ans que j'avais pas été voir ces films, donc voilà, tout ce qui concerne ces dernières œuvres, je peux pas avoir d'avis là-dessus évidemment. Mais voilà, bon, à vous de juger. Moi personnellement, voilà, c'est un film qui est loin d'être indigne, mais qui est pas pour moi définitivement. Et ben écoutez, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je vais vous faire encore une promesse que je vais essayer de tenir. C'est celle d'une chronique nanar à venir et qui concernera un film de Philippe Clair avec Aldo Macione. Mais je pensais pas, mais je trouve que ouais, Bruno Mattei a trouvé son maître définitivement. Bon, amusez-vous bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera grand plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se voit l'année prochaine ou peut-être en fin d'année si j'arrive à conclure ma petite chronique nanar. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.